Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de ce journal. Je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale. C'est officiel. Guillaume Soro quitte la présidence de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Il a annoncé ce matin, l'ex-président faisait face depuis des semaines à des pressions émanant de la coalition au pouvoir. Nous revenons également ce soir sur cet accord de paix signé entre gouvernement et groupes armés en Centrafrique. On en sait un peu plus sur son contenu. Ici, aux États-Unis, le National Enquirer a-t-il menacé de publier les photos intimes de Jeff Bezos? Le patron d'Amazon et homme le plus riche du monde l'affirme. Les détails dans ce journal. Bonsoir. En RCA, on en sait un peu plus sur l'accord de paix signé cette semaine à Bangui entre le gouvernement et les groupes armés. On retient entre autres résolutions qu'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation sera mise en place dans un délai de 90 jours. On note par ailleurs que la question de l'amnistie pour les chefs de groupes armés, longtemps réclamée par ceux-ci, n'est pas évoquée dans cet accord négocié à Khartoum et signé à Bangui, mais dont le contenu n'avait pas été rendu public jusqu'ici. Le chef de l'État garde toutefois, souligne le texte, un droit discrétionnaire de grâce qui pourra être utilisé pour soutenir la dynamique de réconciliation, sans plus de détails. Et pour parler du contenu de cet accord, accueillons Dominique Yantoka. Il est le premier secrétaire du mouvement ITA. Entendez l'initiative pour une transformation par l'action. Monsieur Yantoka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Que pensez-vous de l'idée d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation qui doit être mise en place dans un délai de 90 jours en Centrafrique? Écoutez, nous, on s'en réjouit. On commence d'abord par remercier tous ceux qui ont contribué pour que cet accord ait lieu. Je parle notamment de l'Union africaine, des groupes armés et plus principalement de l'exécutif qui a fait œuvre de bonne foi pour que cet accord-là puisse être validé. Et parlons du comité dont vous avez fait mention ici, ce n'est qu'une bonne chose pour la République centrafricaine. Parce que pendant toutes ces crises, il y a eu quand même des victimes. Il y a des victimes et ces victimes ont besoin d'être reconnues, qu'il y ait la réparation et ceux qui ont commis du tort puissent se regarder droit dans les yeux. Justement, à propos de cela, l'accord ne parle pas d'amnistie, mais donne des pouvoirs discrétionnaires au président de la République, un pouvoir de grâce. Cela veut dire qu'il peut aussi décider de poursuivre certains leaders de groupes armés. Ça peut ne pas être rassurant pour eux, non? Non, mais il y a deux volets. Donc, on parlait d'un moment, c'est-à-dire suspension des procédures. On parle d'état de grâce et quand ceux qui sont condamnés, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui en prison, peuvent bénéficier de cet état de grâce. Mais ceux qui ne le sont pas doivent être jugés, comme avait indiqué le document. Donc, nous attendons à ce que la mise en place de cette justice transitionnelle soit effective afin de juger ceux qui ont commis des crimes graves, c'est-à-dire que ceux qui ont commis des crimes graves relevant de crimes contre l'humanité, ainsi de suite, seront poursuivis tôt ou tard par la Cour pénale internationale. Et sur le plan local, si le président décide de procéder à un état de grâce pour libérer ceux qui sont déjà en prison. Et que doivent faire les organisations comme la vôtre pour participer donc à cette paix que tout le monde veut pour la RCA? Nous sommes un mouvement politique d'opposition. Et vous savez, on ne peut pas prétendre gouverner un pays s'il n'y a pas la paix. Et nous ne pouvons que soutenir cette initiative.
car la République centrafricaine, depuis 25 ans, a commis plusieurs fois des multiples crises. Et d'autre part, depuis ces 25 ans, vous savez, on a envie de passer à autre chose. Donc, pour faire de la politique, pour pouvoir penser à un avenir meilleur pour le peuple que nous aspirons à diriger tôt ou tard, nous ne pouvons que saluer cette initiative. C'est entendu. C'est entendu. Merci Dominique Yatonka. Donc, vous êtes, je rappelle, le premier secrétaire du mouvement ITA. Entendez l'initiative pour une transformation par l'action. C'est officiel et on le disait en titre, Guillaume Soro n'est plus président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. L'ancien leader de la rébellion ivoirienne, à qui l'on prête des ambitions présidentielles pour 2020, a démissionné de son poste ce vendredi lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée qu'il avait lui-même convoquée. Un départ qui suscite évidemment beaucoup de réactions dans le pays, surtout lorsqu'on sait que l'ex-président du Parlement faisait face à des pressions émanant de la coalition au pouvoir qui le poussait à la démission en raison de son refus d'adhérer au RHDP, le parti unifié mis en place le 26 janvier. On l'écoute. Conviction. Le mot Quelques soucis avec cet élément, nous y reviendrons sur cette information. Et on se poursuit avec l'actualité. Donc, la coopération entre Washington et Yaoundé va se poursuivre. Ce sont là les assurances de Peter Henry Barlerin, ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Le diplomate américain l'a rappelé hier à la suite d'une audience avec René Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Des propos qui interviennent alors que Washington a décidé de réduire son aide militaire en faveur du Cameroun. À ce propos, justement, le ministère des Relations extérieures du Cameroun indique que le pays a été informé en août 2018 que des réductions marginales de l'assistance de sécurité américaine seront effectuées suite au retrait des troupes d'Africom de la région. Pour Yaoundé, cette suspension de l'aide militaire n'a donc rien à voir avec de supposées violations des droits de l'homme. Au Burkina Faso, nouvelles accusations graves contre l'armée, selon un témoin joint ce soir par VO Afrique. Dans le nord du pays, les forces de l'ordre ont abattu froidement des dizaines de civils. Les faits se sont passés dans la nuit du 3 au 4 février. Pour Abdourahmane Bari du village de Ban, l'armée a organisé un ratissage dans plusieurs villages, passant souvent de maison à maison pour abattre froidement des civils. Le gouvernement dément catégoriquement ces informations. Pour Rémi Danginou, son porte-parole, l'armée burkinabé est professionnelle. Je vous propose de suivre ces deux réactions recueillies par Eric Manirakiza et Idriss Fall. Les forces de défense et de sécurité nationale ont intervenu de façon terrestre et maritime sur 3 sites où nous avons la localisation de terroristes. Il s'agit donc de Bal, de Caen et de Gomboro. Avec les opérations de portée aérienne qui ont bombardé des grottes où étaient réfugiés les djihadistes, avec justement les affrontements et l'encerclement de ces djihadistes-là, nous avons obtenu donc la neutralisation de 146 personnes. Les témoignages qu'on a eus parlent de personnes froidement abattues et au milieu de la nuit. Ça, ce sont vos témoignages. Vous savez que vous êtes journaliste et que l'on confronte les sources. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de témoignages exprimés dans une situation où vous avez des populations qui s'opposent les unes aux autres. On peut se contenter de témoignages et tirer sur la probité et l'intégrité d'une armée. En 2001, le gouvernement nigérian s'est engagé avec tous les pays de l'Union africaine à réserver 15% de son budget annuel aux dépenses de santé. Mais le pays n'a jamais pu atteindre cet objectif. Conséquence, près de 70% des dépenses médicales sont à la charge des patients, les obligeant soit à s'endetter et vivre dans la pauvreté, soit mourir de façon prématurée. Plus de précisions dans ce reportage de Timothy Obiezou que nous présente Irénée Herman Umbo. À Djaïtaïwo traînent encore les séquelles d'un accident de voiture qui s'est produit il y a 1 an, 3 semaines avant son mariage et au cours duquel
Il s'était blessé à la jambe droite et au bassin. J'ai été hospitalisé pendant près de 2 mois et toutes les ressources que nous avions réunies pour l'organisation du mariage ont été englouties dans les factures d'hôpital. Et les factures d'hôpital n'ont pas cessé d'arriver. Sans aucune aide du gouvernement, Taiwo a dû vendre sa voiture et d'autres objets de valeur afin de pouvoir tenir le coup. Imaginez, dans un hôpital public, je payais aussi cher que comme dans un hôpital privé. Le gouvernement nigérian s'était pourtant engagé en 2001, au même titre que les pays membres de l'Union africaine, à consacrer 15% de son budget annuel aux besoins de santé de sa population. Mais cet engagement est encore à l'étape de projet. Devoir tout payer de sa poche produit un effet dévastateur sur n'importe quelle famille. C'est pourquoi les gens ne se rendent à l'hôpital que quand leur cas s'aggrave vraiment, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller au moment opportun. Le ministère de la Santé du Nigeria reconnaît la gravité de la situation. Nous avons estimé les dépenses personnelles à plus de 70%. Notre objectif est donc d'utiliser cette stratégie et trouver une formule de financement qui garantisse une réduction des dépenses personnelles. En attendant une augmentation considérable du budget national dans le secteur, des patients comme Taiwo auront du mal à rester en bonne santé. Les pays de l'Union européenne sont parvenus ce vendredi à un accord sur la manière de réglementer le gazoduc russe Nord Stream 2. C'est ce qu'a fait savoir la chancelière allemande lors d'une conférence de presse conjointe avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Angela Merkel s'est abstenue de donner plus de détails sur le compromis. Le gazoduc sous-marin Nord Stream 2 doit permettre à la Russie d'alimenter l'Allemagne en gaz sans passer par l'Ukraine. Le PDG et fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, accuse un hebdomadaire à scandale de l'avoir menacé de publier ses photos intimes s'il ne renonçait pas à enquêter sur la manière dont le titre s'est procuré des informations sur une supposée liaison extra-conjugale. C'est le tout dernier tournant d'une saga d'une semaine qui a mis en lumière la vie personnelle de Bezos, l'homme le plus riche du monde. Les détails avec Arzuma Compaoré. Tout a commencé avec la publication fin janvier par le magazine à scandale National Enquirer de SMS passionnés entre Jeff Bezos et une amie au printemps 2018, soit plus de 6 mois avant l'annonce de la séparation de l'homme le plus riche du monde avec son épouse Mackenzie. C'est alors que le créateur d'Amazon a engagé des détectives privés, notamment l'expert en sécurité publique Gavin de Becker, pour tenter de découvrir l'origine de la fuite et surtout déterminer si les motivations d'American Media Inc., le propriétaire du National Enquirer, allaient au-delà du scoop. Selon les dires du milliardaire américain dans une tribune publiée jeudi, la publication d'informations issues de cette enquête inquiète AMI qui l'a contacté pour demander de ne rien en faire. En contrepartie, le groupe s'engageait à ne pas utiliser de photos intimes et potentiellement compromettantes échangées entre Jeff Bezos et sa fameuse amie. Toujours selon Bezos, les enquêteurs se seraient intéressés aux relations entre le président américain et AMI, dont le patron David Pecker est un ami de longue date de Donald Trump, qui critique régulièrement Jeff Bezos. Monsieur le Président, avez-vous une réaction à l'annonce du divorce et de l'affaire de Jeff Bezos? Eh bien, je lui souhaite bonne chance. C'est tout? Je lui souhaite bonne chance, ça va être une beauté. Dans un blog personnel, Jeff Bezos a déclaré « Bien sûr, je ne veux pas que des photos personnelles soient publiées, mais je ne veux pas non plus participer à leur pratique bien connue de chantage. » La société AMI a admis avoir déjà eu recours à la pratique du catch and kill en payant des milliers de dollars pour les droits d'articles qui auraient pu nuire à Donald Trump, alors candidat à la présidentielle, s'assurant ainsi qu'il ne soit jamais publié. En août, Pecker s'est vu accorder l'immunité pour avoir coopéré avec les procureurs fédéraux. Et on reparle du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. C'est dans le cadre de cette conférence de presse donnée par sa fiancée Atis Cengiz qui vient de publier un livre. Dans ce nouveau livre intitulé Jamal Khashoggi, sa vie, sa lutte, ses secrets, Atis entend présenter au monde le visage humain du journaliste saoudien. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Le cannabis, une menace potentielle pour les investisseurs de l'industrie minière. C'est apparemment le cas en Afrique du Sud. Et dans Culture Hebdo ce vendredi, nous irons en Côte d'Ivoire pour parler de la fête de l'Igname qui se célèbre en ce moment. La planète football rend hommage à Emiliano Sala. Le corps sans vie du footballeur argentin retrouvé hier a été identifié ce vendredi. Ouvrons cette deuxième partie de notre journal par la légalisation du cannabis, un sujet qui fait débat à l'échelle mondiale. En Afrique du Sud, où le cannabis est légalisé depuis septembre 2018, l'essor des investissements dans ce secteur siphonne le marché minier et frappe durement les jeunes sociétés aurifères. Ces dernières se voient donc obligées de s'adapter et d'améliorer la qualité de leurs projets pour faire face à une perte de confiance des investisseurs dans l'industrie minière. Je vous propose ce reportage. L'Afrique du Sud fait face à un boom des investissements dans le cannabis qui n'est pas sans conséquences sur le marché minier. L'industrie du cannabis est fortement attrayante pour les investisseurs à haut risque et haut rendement et les 3 sociétés de cannabis les plus cotées dans le monde ont aujourd'hui une valeur marchande combinée de près de 30 milliards de dollars. Cet essor survient à un moment où les investisseurs se détournaient déjà de l'industrie minière, frappant durement les plus petites et récentes sociétés et les forçant à se réinventer. Les actions aurifères dans le monde ne marchent pas bien, mais elles marchent quand même mieux que les actions sud-africaines. Nous avons conscience des problèmes qui nous préoccupent en Afrique du Sud. Un activisme syndical intense et nous avons des incertitudes en termes de législation minière, en termes de chartes, etc. Les plus grosses sociétés et les sociétés ayant déjà des projets en production résistent mieux à la tempête, mais toutes se retrouvent désemparées face au rapide essor des investissements dans le cannabis. Le PDG de l'une des plus grandes sociétés du secteur dans le monde a déclaré que les efforts déployés par le secteur minier pour relever le défi du cannabis reflétaient le piètre état de l'industrie aux yeux des investisseurs potentiels. À quoi sert le cannabis? Nous devrions être gênés que quelqu'un doive faire un choix entre ces deux options. Les mineurs se sont réunis cette semaine en Afrique pour la conférence de l'African Mining Idaba à Cape Town, où les plus jeunes sociétés aurifères essayent de se montrer créatives pour s'adapter à l'essor du marché du cannabis. Un reportage est déjà arrivé donc et nous voici en sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir. La meilleure joueuse africaine des États-Unis quitte Houston. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous également amis sportifs. Effectivement, Kembi Ngatlana quitte Houston Dash, élue meilleure joueuse africaine de l'année 2018. L'attaquante sud-africaine a vu son contrat résilié par le club américain et selon le site Africa Foot United, Kembi Ngatlana s'est engagée avec un club pro dans la lucrative ligue chinoise, une situation qui n'a pas plu aux Américains. Elle n'est pas seule à partie puisque sa compatriote Linda Motlao est aussi concernée. L'actuel ballon d'or féminin a fait ses débuts avec Houston Dash. En février 2018, elle a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives avec son désormais ex-club. Et puis, cette triste nouvelle, le monde du football rend hommage à Emiliano Sala, le corps récupéré dans l'épave de l'avion qui avait disparu au-dessus de la Manche. Le 21 janvier a été formellement identifié comme étant celui du footballeur argentin. Les raisons de l'accident restent inconnues. La disparition d'Emiliano Sala, 28 ans, alors qu'il rejoignait son nouveau club 2 jours seulement après son transfert, a provoqué une vague d'émotions et d'hommages tant à Nantes, le club où il évoluait, depuis la saison 2015-2016 qu'à Cardiff, la formation dont les joueurs et les supporters l'attendaient pour relancer une saison mal engagée. Et puis, je vous propose quelques réactions depuis Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, pays d'Emiliano Sala. Mais commençons d'abord avec celle de son entraîneur de Nantes, en France, Vaïd Halilhodji. Quelqu'un qui va laisser trace éternellement de ce club.
avec son comportement, avec sa modestie, pas comme qu'on jouait comme l'homme. Il a fait vraiment unanimité. Si ce n'était pas à cause de la force de la famille, ils n'auraient jamais récupéré le corps de leur fils pour pouvoir mettre un terme à cela et faire pleinement leur deuil. La vérité est que ça fait très mal, beaucoup de tristesse. Cela me rend fière également de voir qu'il est tant aimé dans le monde entier. Repose en paix, champion. Et à vous, on se dit à la semaine prochaine. Merci Yacouba, nous saluons dans la mémoire de ces talents fauchés bien trop tôt. Et merci et à lundi. Et c'est l'heure de Culture Hebdo avec Ekia Badou. Ekia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir John, bonsoir à tous. On démarre par la fête de l'Igname qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire et qui se termine demain. Tout à fait, on démarre avec la fête de l'Igname, donc qui a démarré hier et qui finit demain, comme vous venez de le préciser. Et c'est précisément en Côte d'Ivoire, et plus particulièrement, on va à Bangourou, dans la région de Lindiéné, qui est à sa 274e édition. Plusieurs activités au programme, une parade dans la ville, suivie de l'exposition artistique dans la cour royale, mais aussi visite du musée des attributs royaux. Et puis, sans oublier également les danses traditionnelles à Nindénian et l'ouverture du village gastronomique, du mémorial et de la nuit du flambeau pour finir avec les contes Annie. Alors, pour cette fête de l'Igname, j'ai envie de dire, on passe au portrait de la semaine. Pas encore, il faut préciser que la fête de l'Igname, en fait, chez le peuple akan, et plus précisément chez les Anis, cela marque un trait d'union entre les vivants et les morts. C'est une occasion également pour ce peuple de remercier de façon solennelle les esprits et leurs ancêtres pour leur assistance et leur protection durant l'année. C'est un peu comme un nouvel an chinois. Tout commence pour les Anis à partir de cette fête de l'Igname. Voilà, la fête de l'Igname qui nous conduit donc finalement au portrait de la semaine. Et vous nous parlez de qui cette semaine? Alors, l'artiste congolais Garcia85 est un artiste très engagé. Il œuvre au service de plusieurs ONG pour aider les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes de violences sexuelles, mais aussi pour la scolarisation de jeunes et pour une attitude plus responsable de chacun vis-à-vis de la planète. Alors, son premier album, Fusion, sort le 28 février prochain. En 10 titres, il est capable de nous proposer un voyage avec 8 différentes langues. Ce choix, il l'explique par son désir d'être compris par le plus grand nombre. Musique urbaine, congolaise ou encore reggae. Je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts dans cet opus. C'est Bonda et l'extrait que je vous propose de découvrir. Suivez. Et puis John, on ne va pas se quitter sans l'agenda de la semaine, l'agenda culturel. Et je vous propose de voir quelques différentes propositions à travers l'Afrique et même l'Europe. Merci Ekia Badou, excellent week-end à vous. On ne également. quitte pas la Côte d'Ivoire, on y repart. Forte du succès de la première édition en 2018, les rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan, RICA, reviennent avec une nouvelle ambition, la création d'une école de formation au cirque pour les jeunes talents africains. Ce festival à visée culturelle et sociale accueille sur 5 jours, de mercredi à dimanche, 48 artistes de 7 compagnies originaires du Japon, de France, du Maroc, d'Afrique du Sud
d'Éthiopie avec un invité prestige, le Cirque du Soleil du Canada. Le récit est de Paul-Émile Chavrel. Développer le cirque africain, c'est l'objectif que se sont fixés les organisateurs des rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan. Ce festival veut donner au cirque africain sa propre identité et former une nouvelle génération d'artistes du cirque en Afrique. Cette année, des nouveautés s'ajoutent au spectacle. Une compétition panafricaine rassemblant les artistes du continent s'est tenue mercredi et les funambules de la troupe française Sasla Kouldous sont au programme ce jour à Abobo et demain à Trècheville. Une succession d'initiatives qui plaît au public. J'ai trouvé tout en couleur, super, et puis voir que l'Afrique progresse dans tout ce qui est art visuel et cirque. Le projet de centre de formation ambitionne d'accueillir une cinquantaine de jeunes et leur enseigner toutes les disciplines du cirque. Il a séduit le Cirque du Soleil qui envisage un partenariat avec le festival. La compagnie, dont 3 artistes se sont produits lors de la soirée d'ouverture du festival, pourrait apporter son expertise et son soutien au centre. Donc ici, à Abidjan, il y a une idée de créer un centre de formation des arts du cirque qui répondrait à un grand besoin parce qu'il y a beaucoup de talents, mais il n'y a pas de centre de formation. Il y a très peu de centres de formation dans l'ensemble de l'Afrique, en fait. Donc c'est un super beau projet. Nous, on est ici aussi pour évaluer s'il y a les conditions gagnantes pour créer un partenariat. La portée sociale est une partie intégrante du festival. Les membres de la troupe se produiront dans les écoles et dans un centre social pour initier des enfants. Beau spectacle et cette histoire émouvante, celle de David Aguilar, qui s'est construit un bras prothétique robotique après être né sans avant-bras en raison d'une maladie génétique rare. Aguilar utilise des pièces de Lego fournies par un ami. Il affiche fièrement un bras robotique rouge et jaune entièrement fonctionnel, construit à l'âge de 18 ans. Une vidéo de présentation sur sa chaîne YouTube qu'il diffuse sous le nom de Han Solo indique que son objectif est de montrer aux gens que rien n'est impossible et que le handicap ne peut les empêcher de vivre une vie normale. Aguilar, 19 ans, étudie la bio-ingénierie à l'Université internationale de Catalonia en Espagne. Il utilise déjà son 4e modèle de prothèse colorée et son rêve est de concevoir des membres robotiques abordables pour ceux qui en ont besoin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Demain est un autre jour.